La grande averse qui s'est abattue sur la capitale a occasionné de nombreuses inondations dans des quartiers de la capitale. Un retour de pluie faisant ressurgir le calvaire des populations. C'est le sommaire, les détails dans quelques instants. Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle page d'information sur la télévision Shekina. Comme je vous l'annonçais tantôt en titre, plusieurs quartiers de Libreville ont été inondés suite à la grande averse de ce matin, notamment au quartier Nzengayon dans le 6e arrondissement. Le constat a été fait ici par Audrey Mebiam et Bertrand Koumileka. De canalisation remplie, les cours et habitations inondées, cette situation devient coutumière dans tous les quartiers de Libreville à chaque tombée de pluie. Ce mercredi matin, le même spectacle s'est encore produit aux grandes dames des populations de Nzengayong dans le 6e arrondissement et autres usagers du dit quartier qui ne savent plus à quel sein se vouer. C'est chaque année comme ça. Les canaux sont bouchés. Nous, parfois, on n'a plus la peine de louer les engins pour venir enlever. Mais cette fois-ci, comme on n'a plus ces moyens-là, nous voulons que l'État vienne nous aider à déboucher tous ces canaux-là parce que vous voyez que c'est plein. Même à partir du pont, là, les eaux ne passent pas. Tout le long, là, jusqu'au feu rouge. Ces pluies entraînant des inondations depuis les quartiers mal lotis jusqu'à certaines zones résidentielles s'avèrent ne pas être le premier de ce genre. Il est à noter que ces averses sont à l'origine d'une part des problèmes de transport qui vont se faire rares et coûteux et d'autre part des absences au boulot pour les travailleurs car certainement confrontés aux difficultés des routes impraticables. Pour mémoire, il y a quelques années au quartier Pikawit, ces pluies torrentielles avaient causé la mort de 4 membres d'une même famille dans un éboulement de terrain. Serait-ce un problème d'incivisme de la part des populations ou encore la négligence de nos autorités? La question reste en suspens. Le problème du foncier au Gabon, on n'en parlera jamais assez. À Port-Gentil, les habitants de Matanda sont menacés d'expulsion. Une situation, semble-t-il, entretenue, mais par qui? Tentative de réponse dans ce reportage que nous proposent nos confrères de Mediaplus. Résidant depuis plus de 40 ans dans cette partie de la ville, ses compatriotes, riverains de la deuxième pompe Matanda, précisément sur la façade de la plage de Lippe, sont au centre d'un conflit foncier, les opposants aux nouveaux propriétaires d'un certain nombre de parcelles de terrain acquises il y a quelques mois dans cette zone. Suite au processus de bornage entamé par les agents du cadastre, à la demande des nouveaux possesseurs, les riverains, dont les nouvelles délimitations posent problème du fait du manque d'accès de la voie publique à leurs différentes habitations, ont exprimé leur ras-le-bol face à l'indifférence de ces derniers malgré leurs multiples interpellations. Mais on dit comme on ne les voit pas sur le terrain, on ne les connaît pas. Ça, ce n'est pas bon. Il faudrait qu'on sache parce que quelqu'un, quand tu vas dans une place, tu vas d'abord demander ceux qui sont là aux alentours. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Et puis qu'on a fait des demandes, des machins là, rien. C'est tout, rien. Maintenant, maintenant le cadastre préfère venir borner aux nouveaux. Et nous, les anciens, regardez maintenant, même depuis que je suis allé là, je suis allé encore demander le papier là pour dire que, mais mon dossier à quel niveau? Le dossier, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas. Il ne faut pas donner le terrain par affinité. Qu'ils viennent, qu'ils tracent normalement le terrain comme ça se doit. Ceux qui sont là depuis là, il y a même ceux qui sont morts, leurs enfants sont là. Et les gens là viennent maintenant s'accaparer parce que le maire a fait tirer le sable. C'est ça que nous on veut. Il faut que l'urbanisme vienne tracer, sans pour autant regarder d'abord les millions dans les poches. L'intervention quelque peu musclée d'un des propriétaires aura poussé la colère des riverains à son comble. C'est la terre là qu'on peut demander à la terre que tu connais à qui tu as affaire. Parce que lui là, il prend et les présidents, et les procureurs, et les avocats, et tout le monde, les riches comme les Makaya. C'est la terre qui est chef. Donc ils ne peuvent pas nous demander que vous savez à qui vous avez affaire. On a affaire à qui? Quand on était ici depuis 78, combien? On est ici là. Lui il était. Vous voyez la mer là. Le cadastre, il dit là, depuis là, on partait voir le cadastre pour venir borner. Il ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait la boue arrivée jusqu'aux hanches. Aujourd'hui, là, maintenant, c'est aujourd'hui que les cadastres viennent. Et quand ils viennent, ils voient que je suis au fond là-bas. L'autre côté là-bas, c'est le canal. Ici, là, maintenant, ils bornent. Ça veut dire que la personne va barrer là. Et moi, je vais passer comment? Ouais, maintenant, ma route, que moi, je vais passer.
Face à cette attitude des agents du cadastre, qu'ils qualifient d'injuste, des interrogations surviennent. Nous sommes étonnés aujourd'hui. Il y a un monsieur qui arrive dans le secteur, il s'impose, il place ses bornes. Nous posons la question de savoir ceci. Mais comment quelqu'un qui arrive aujourd'hui 2017, on puisse le placer des bornes et nous sommes là depuis 1978, nous n'avons pas de bornes. C'est le problème auquel nous ne comprenons pas. Donc le message c'est s'adresser à l'urbanisme. Pourquoi c'est égoïste? Tous ceux qui sont là n'ont pas de bornes. Tout le secteur, la personne, vous avez même le monsieur qui est là-bas, il n'a pas de bornes. Mais lui qui vient à peine d'arriver à des bornes parce qu'il travaille au tribunal. Au milieu de tout ce tumulte, il semblerait que ces riverains en appellent juste à une compréhension de leurs nouveaux voisins, sachant que le nouveau tracé, configuré de cette manière, les condamne à se confiner dans leurs habitations sans aucun accès à la voie publique. Outre la problématique du manque d'accès, d'autres se plaignent d'avoir été dépossédés de leurs parcelles lors du bornage des terrains avoisinants. Des questions qui, espérons-le, trouveront des solutions lors du face-à-face entre les différentes parties et le directeur provincial de l'urbanisme prévu pour lundi prochain. Les syndicats de la Société gabonaise de transport ont tenu ce matin une assemblée générale qui portait essentiellement sur les difficultés que traverse cette entreprise. Une assemblée générale à laquelle prenaient part Arnaud Mbabokong et Bertrand Koumileka. Ce fait, combiné à la disparition du shift des salaires au trésor public, motive la tenue de l'Assemblée générale des syndicats Sinatrat et Sicotec de la Société gabonaise des transports. Des situations qui relèvent d'une totale confusion pour le bureau de la coalition syndicale et qu'il a fallu partager avec la base. C'est la confusion qui règne à Sogatra. La confusion règne pourquoi? Parce que n'importe qui veut faire n'importe quoi. Il y a un directeur général et que le directeur général est le seul qui répond à la gestion de l'entreprise. Il a mis une organisation en place et ce matin nous avons présenté l'organigramme de la Sogatra pour que les gens comprennent qui fait quoi et qui est où. Maintenant, ce que nous ne comprenons pas, c'est que depuis 2 ans, le directeur général avait retiré la signature à certains de nos directeurs, à certaines personnes, dont par exemple les affaires qui concernent les salaires. Bon, ce qui nous surprend, qui nous écœure ce matin, c'est que les gens sont allés de manière frauduleuse récupérer le SWIFT qui concerne les salaires du mois de juin au Trésor, alors qu'ils ne sont pas amabilités de le faire. Depuis 2 ans, il y a des gens que le directeur général avait désignés pour faire ce travail. Donc, depuis hier matin, même Madame le ministre Estelle Ondon est à pied d'œuvre. Elle est à pied d'œuvre pour que les salaires des agents de la Sogatra soient payés. Malheureusement, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui tirent des ficelles en bas pour boycotter la gestion de l'entreprise, pour mettre en péril les 1080 Gabonais qui travaillent à la Sogatra. Et ça, les partenaires sociaux que nous sommes, des syndicats responsables, à savoir Sicotec et Sinatrat, nous disons non, ce genre de pratiques doivent s'arrêter. Parce que nous sommes là, en prélude de la rentrée scolaire, et il y a des pères et des mères de famille ici qui veulent inscrire les enfants à l'école, mais depuis hier, ce matin, ils devaient être payés. Malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer en possession de nos salaires parce qu'il y a des individus qui sont là pour détruire la gestion de la Sogatra, pour détruire l'avenir des agents de la Sogatra. En se déportant au trésor public pour vérification, le bureau affirme de n'avoir pas reçu des services du trésor public, l'accusé de réception pour pouvoir identifier formellement l'auteur de cet acte. Les couvertures d'assurance pour les bus ont été également évoquées au cours de l'Assemblée générale. Il ressort de la communication que la tutelle s'y attelle sur ce dossier. Mais les conclusions de l'Assemblée générale de poursuivre la grève ne sont pas de nature à désamorcer pour le moment la crise à Sogatra. Il y a eu le principe de pas d'argent, pas de reprise du travail. Alors que le 2 octobre a été la date fixée pour le démarrage des cours dans certains établissements, on en est encore au toilettage des salles de classe. Un reportage que nous proposent nos confrères de Média Plus. Lors des années antérieures, c'est initialement 2 semaines avant la rentrée administrative que les responsables des structures scolaires de la capitale économique procédaient aux travaux de ravalement et de nettoyage de leurs établissements respectifs. Cette année,
Le constat est tout autre. La plupart des établissements secondaires et primaires de la place croulent sous la poussière et les ordures datant de la fermeture des classes de l'année académique précédente lorsque d'autres s'activent à faire peau neuve. Et même là, à partir d'ici, vous entendez un peu de bruit dehors. Il y a des gens qui sont en train de nettoyer les salles, les bancs et ainsi de suite. C'est ce qui se fait là, les bruits que vous entendez là, ce sont des gens qui sont venus pour cela. Et nous avons en fait le 2 semaines de la rentrée administrative pour mettre un peu la propreté et s'occuper du toilettage de l'établissement avant la rentrée de l'établissement et avant la rentrée proprement dite. Au collège Delta, des travailleurs occasionnels affectés à cet effet procèdent depuis quelques jours au ramassage des ordures, tandis que d'autres s'attellent à dépoussiérer tables, bancs et bureaux. C'est-à-dire nous sommes en train de nous organiser dans ce sens-là. C'est-à-dire pour le moment, c'est d'abord le toilettage au niveau de nettoyage des salles, nettoyage des tables bancs, et voir aussi les tableaux s'il y en a qu'il faut nécessairement changer. Nous sommes là-dessus. Et après, on s'occupera de la peinture. Le contexte économique défavorable qui prévaut dans le pays peut expliquer cette léthargie constatée dans la plupart des lycées, collèges et écoles primaires et pré-primaires de la cité. Gageons toutefois que les responsables de ces structures s'y prennent à temps pour permettre à leurs apprenants de débuter l'année dans un cadre salubre et agréable. Et au moment où s'ouvre cette nouvelle année scolaire, l'on s'interroge sur le niveau réel de ces élèves dont les années d'apprentissage sont chaque fois émaillées de grèves. Éclairage sur la question dans cet élément que nous propose Pierre Parfait Mbadikoum. 2017-2018, une nouvelle année académique s'ouvre au Gabon, mais avec ses vieux démons. Depuis plusieurs années, la baisse drastique du niveau des élèves inquiète sévèrement les observateurs les plus avertis. Désintéressement des élèves, qualité des enseignements qui laissent à désirer, grève répétitive dans les établissements publics et années scolaires sauvées in extremis mettent en mal le niveau de connaissance des apprenants. Interrogés par surprise sur des questions simples, leurs réponses sont souvent ahurissantes. Comment s'appelle la capitale de l'Ouganda? Je ne connais pas, on ne nous a pas encore appris ça à l'école. Même constat quand il s'agit d'écrire ou de parler correctement français. Le chapelet de fautes d'orthographe sur 5 ou 10 lignes écrites frôle l'indécence. Comment redresser la tendance et surtout, combien de temps cela prendra-t-il? Difficile pour l'instant de voir la lumière au bout du tunnel. La CONACYCED promet déjà une rentrée scolaire difficile au gouvernement si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Nous restons en éducation. L'inclusion intégrale du langage des signes présente plusieurs avantages, entre autres l'épanouissement socio-éducatif des sourds. Une intégration, j'y arrive, qui peut être faite si les autorités compétentes mettent de leur volonté. Inès Gunga Mombo. L'inclusion intégrale avec la langue des signes est l'une des préoccupations des interprètes qui disent ne ménager aucun effort pour une intégration véritable, car la langue des signes est pour beaucoup de sourds leur langue maternelle puisqu'elle est la première qu'ils ont apprise, même pour les enfants devenus sourds plus tard. La langue des signes est identificatoire et son image dépend de la reconnaissance de la culture sourde. Cette inclusion dans la société présente plusieurs avantages. Il y a donc l'émulation, on veut faire mieux. On veut s'approcher de celui qui maîtrise mieux une matière pour devenir compétent. Deuxièmement, cela suscite des vocations. En fait, lorsque vous mélangez les élèves, entendants et sourds, cela va faire en sorte que, c'est le cas immaculé, vous allez voir la vidéo, les élèves entendants vont apprendre le langage gestuel. Et quand ils apprennent le langage gestuel, plus tard, ils peuvent devenir interprètes en langage gestuel.
ils peuvent embrasser des métiers tels que l'enseignement spécialisé. Ils peuvent faire des études de médecine, mais spécialité ORL. Et donc ça permet véritablement de susciter des vocations. Troisièmement, l'approche inclusive permet de lutter contre la discrimination fondée sur le handicap. En réalité, lorsqu'on a ces élèves, on a même ça de classe, c'était pour Immaculée Conception. Vous voyez, vous allez voir le témoignage des élèves qui vous disent qu'on a du plaisir à être avec des sourds, on s'entend bien, on les aime bien, etc. Donc ça, on casse déjà les barrières de discrimination. Quatrièmement, l'inclusion permet de participer à la vulgarisation de la langue des signes. Certains sourds-muets n'ont pas pu franchir le cap du secondaire à cause de l'absence d'établissement secondaire pour la plupart. Pour ceux-là qui ont eu la grâce d'aller en classe de 6e, l'intégration a été facile. Le cas d'espèce de l'Institut Immaculée Conception. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, et on applaudit sans faire le bruit. Moi, je vois bien, vraiment, tous les autres m'ont accepté, les entendants, ils ne m'ont pas méprisé, tous m'ont vraiment, l'intégration s'est bien passée, on s'amuse bien, en tout cas, lorsqu'ils m'aident, lorsque j'ai besoin d'aide. Pour moi, l'héritage, c'est dû au problème de taxi. Et il est difficile pour moi de prendre le taxi au milieu de plusieurs entendants parce que j'ai du mal à discuter au taxi. Et je suis au niveau du 13, donc une fois qu'il y a 9 heures, je ne peux plus revenir ici en classe, je suis obligé de repartir à la maison. Il serait souhaitable que les pouvoirs publics puissent ouvrir des salles d'intégration dans les établissements secondaires afin de permettre à cette frange de la population de s'intégrer dans la société pour bénéficier de tous les droits. On parle d'escroquerie policière dans ce journal. Un policier, un vrai d'ailleurs, et deux autres policiers se sont fait attraper pour faux contrôle par les riverains à Angondje. C'est dans le nord de Libreville. Le trio procédait à un contrôle systématique auprès des tenanciers des shops. Il a été conduit au commissariat le plus proche. Le récit des faits avec Arnaud Mba-Bokon sur les images de Grégor Massala. Les coups de sifflet à longueur de journée et les lampes torches la nuit dont utilisent nos forces de police pour interpeller peuvent parfois s'avérer fatales lorsqu'ils sont surtout mal utilisés. Cela est d'autant plus vrai pour d'éventuels complices dans leur mission. En effet, à Angondje, dans la commune d'Akanda, les faits ont été têtus pour ce jeune policier que vous apercevez en arrière-plan, casquette noire vissée sur la tête, pour des raisons dont il détient seul le secret, a procédé à un contrôle systématique auprès des tenanciers des shops d'origine ouest-africaine, avec une touche particulière en se faisant aider par deux amis, des civils, qu'il a lui-même élevés au rang de policier. Bien qu'éphémère, cette reconnaissance particulière, en dépit de l'éphémérité évidente, permettrait au trio d'élargir le champ d'action. Comme tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, seulement dans les fables de La Fontaine qui consacrent cette formule, le trio a ignoré la magnanimité de ses interlocuteurs en se faisant prendre au piège lorsque leur contrôle s'est très vite avéré peu orthodoxe. C'est parti. Comme vous le constatez si bien, c'est un peu de filmer s'il vous plaît. Là, tout à l'heure, on a fait face à une situation vraiment des plus déplorables. Les jeunes Gabonais, soi-disant, qui se prennent pour des agents des forces de l'ordre et qui se permettent de venir user de leur fausse autorité vis-à-vis de la population gabonaise dans le quartier d'Anissa, dans la commune d'Akanda. Moi, je suis un jeune Ivoirien, j'étais inspecteur d'action des 3 bandits. C'était aux agents pour venir braquer les gens. Donc, on les a attrapés et puis on a montré qu'ils ont fait saluer le pays. Donc, ça, c'est pas aussi normal. Et ça, c'est la première fois qu'ils font ça? Non, c'est pas la première fois. À chaque fois, ça arrive ici, là, mais aujourd'hui, on a réussi à les attraper aujourd'hui. À la grâce de Dieu, donc, comme cela, au cas là, est venu chercher tout bandit. C'est un agent des forces de police, un vrai d'ailleurs, de garde non loin du lieu de la scène, qui a pu démêler les fils de les chevaux avant de les conduire au commissariat de la localité. À l'international, d'abord au Cameroun, les séparatistes anglophones ont choisi la journée du 1er octobre pour déclarer leur indépendance, mais la réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Presse internationale.
Dans sa modeste maison de ce quartier de Moutenguene, l'un des bastions de la contestation anglophone dans la région du sud-ouest Cameroun, Rose Findi, 65 ans et hyper tendue, ne s'est toujours pas remise de la folle journée de ce dimanche 1er octobre. J'ai entendu taper, ils ont forcé des portes, ils sont entrés en me demandant de sortir. L'un m'a alors saisi par le bras et m'a jeté au sol à cet endroit. Ma fille s'est mise à pleurer et à crier « Vous voulez tuer ma mère ?» Sa fille, Sally, vendeuse ambulante de 30 ans, ils ont mis le bazar, n'a pas hésité à voler au secours de sa mère dans cette maison ciblée par les forces de l'ordre, pour une raison que la famille ignore toujours. J'ai hurlé en disant que je n'ai ni père ni mère. Ils viennent nous tabasser dans les maisons. Ils ont traîné ma pauvre mère à l'extérieur. La journée du 1er octobre avait été choisie par les séparatistes anglophones pour déclarer symboliquement leur indépendance. Inacceptable pour les autorités camerounaises qui ont mobilisé plusieurs centaines de forces de sécurité, suspendu tout mouvement de foule et contraint les habitants à rester terrés chez eux. Regardez, ils ont détruit les fenêtres et jeté des grenades lacrymogènes dans les maisons. Des mesures qui n'ont pas empêché manifestations et dégâts matériels, même chez ceux qui avaient choisi de rester cloîtrés à la maison comme Martin, un électricien qui, à l'image de nombreux habitants n'ayant pas manifesté, s'inquiète désormais pour sa sécurité au quotidien. Le gouverneur a ordonné que nous restions à la maison, ce que nous avons fait. Mais ils sont venus et ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes à l'intérieur. Nous ne savons pas s'ils veulent que nous allions vivre en forêt, parce que si nous respectons les instructions, ils viendront toujours nous arrêter. Et si nous ne les respectons pas, ils feront la même chose. Nous ne savons plus ce qu'ils veulent à la fin. Buea, le chef-lieu de la région du Sud-Ouest, ressemble ce lundi à une ville fantôme, au lendemain de ces incidents liés à la déclaration symbolique de l'indépendance de la zone anglophone. Des manifestations qui auraient fait au moins 17 morts en différents incidents séparés. En Europe, la loi antiterroriste votée à une large majorité en France en dépit des controverses, mais pour le gouvernement, il s'agit d'une nécessité. Cette loi devrait prendre effet le 1er novembre. Presse internationale. Remplacer l'état d'urgence par une loi antiterroriste permanente, l'Assemblée nationale a donné son feu vert. Pour le gouvernement, il s'agit d'une nécessité. Les parlementaires, l'Assemblée nationale a conscience qu'aujourd'hui, la menace est grave et que nous devons effectivement nous protéger contre les terroristes. Il faut le faire de manière équilibrée, en portant à la fois la sécurité et la liberté. La nouvelle loi ferait entrer dans le droit commun des dispositions exceptionnelles de l'état d'urgence. Elle devrait prendre effet le 1er novembre et donnerait aux autorités le pouvoir d'assigner à résidence, de mener des perquisitions ou encore de fermer des lieux de culte qui promeuvent les discours de haine sans l'autorisation préalable d'un juge, sauf pour les perquisitions. La loi doit maintenant être renvoyée en commission mixte paritaire pour que l'Assemblée et le Sénat se mettent d'accord sur un texte commun. En sport, le 7 octobre prochain, à Casablanca, au Maroc, les Panthères du Gabon seront aux prises avec les Lions de l'Atlas dans le cadre de la Coupe du monde de football 2018. Les Panthères séjournent au Maroc depuis lundi dernier. Euphrem Biyogo Edzo. Le face-à-face entre le Maroc et le Gabon en matière de football n'a jamais été de tout repos. Chacune des parties pouvant notamment tirer son épingle du jeu durant la confrontation. Une chose est sûre, depuis la débâcle des nôtres face à cette même équipe, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 98, défaits sur le score de 0 contre 4, les Panthères du Gabon ont su se ressaisir depuis cette date, en jugé par les résultats positifs, très souvent enregistrés face aux Marocains. C'est vrai, les temps ont certes changé, mais les hommes aussi. Le déplacement des Panthères à Casablanca sonne aux Jeux du monde, comme lui déjà accompli, eu égard à la force de vaincre qui anime notamment les Fauves, qui, en septembre dernier, devant près de 40 000 spectateurs, ont fait douter les Ivoiriens au stade de la paix de Bouaké. À 2 longueurs du leader et à 1 du second immédiat, le groupe à José Antonio Camacho entend empocher les 3 points de la victoire et comptera sur une attaque composée d'Axel Meyemendon et Pierre-Emerick Aubameyang. À cela s'ajoute le jeune Onchanga, alors que le secteur médian sera assuré par Didier Don Ibrahim et Mario Limina. Le premier fait son grand retour en sélection, alors qu'en arrière-poste,
Bien que privé de Lloyd Palin, de Yuan Obiang, José Antonio Camacho misera sur l'expérience du trio composé de Kole Manga, Aaron Apinangoy, avec dans les buts Biteki Moto, qui, au fil des rencontres, gagne notamment en maturité, c'est sans nul doute avec un ascendant psychologique supérieur qu'à celui du Maroc, et les Panthères vont aborder cette rencontre capitale où la défaite est interdite si le groupe veut espérer poursuivre l'aventure. Pour bâtir son groupe, le sélectionneur misera sur les 23 appelés. Avec la rentrée qui bat son plein, dites-nous, mesdames et messieurs, nous sommes dans la rubrique Expression libre. Quelles sont vos attentes pour cette année scolaire? Ce micro-trottoir réalisé par Léa Matita Bissa met fin à cette édition d'information. Merci encore d'avoir été des nôtres. Au revoir.